Bonjour à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver pour l'édition deuxième d'après maladie. On était là la semaine dernière, on a abordé un sujet très important. On était en pleine rentrée scolaire et c'était important pour nous de revenir, de sensibiliser les parents. On a parlé du vaccin, on a parlé également de la bouffe à l'école, on a parlé même des toilettes. On va revenir encore sur les toilettes aujourd'hui. Les faux sceptiques, on en parlera dans les quartiers, dans les maisons. On reviendra également sur un sujet qui malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant c'est très existant. Ces commerçants qui sont devenus véreux, qui vous font mûrir le plantain en 2 jours, en 1 journée, avec des produits artificiels. D'autres qui vous préparent des sauces tomates avec des produits de coloration. D'autres qui vous font des sucettes, des yaourts, comme on vend dans les quartiers, avec des produits cancérigènes, des produits qui peuvent carrément détruire la santé des individus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment faire confiance? L'huile de palme également a été modifiée. Les commerçants deviennent tellement méchants, parce que moi j'appelle ça de la méchanceté. D'autres commerçants encore, d'autres importateurs qui vous font venir des produits déjà expirés, dont la date est déjà expirée, et ils vous font venir les produits, parfois ça peut être des produits, ça peut être des aliments au Cameroun. Ils vont changer la date, les dates qui ont déjà périmé, et on revend ça dans les magasins. Comment comprendre ce comportement? Et la population se retrouve aujourd'hui face à des maladies terribles. Dès que vous entendez quelqu'un est mort, il est mort de quoi? On dit on ne sait même pas, il s'est seulement couché, après il s'est réveillé, on entend parler des cancers, etc. On se rend compte que beaucoup de choses malheureusement ne marchent pas, ne fonctionnent plus comme avant. Comment comprendre cette attitude? Comment est-ce que la population doit se comporter face à tout ça? On en parle aujourd'hui. J'ai déjà Cathy Etondé sur le plateau, le docteur Hobson qui est nutritionniste, qui est naturopathe, voilà, docteur naturopathe, et également il fait dans la nutrition, nous dira ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans ce genre de piège. En tout cas, Cathy Etondé, bonjour et bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que beaucoup de gens nous suivent parce que les plaintes nous parviennent de plus en plus, qu'on n'arrive pas à suivre STV. Oui. Donc je suppose que tout le monde est en train de nous suivre là maintenant. Oui. En tout cas, on va démarrer déjà par cette chose qu'on vit dans les marchés. Comment comprendre comment est-ce que je vais dire ça, cette mauvaise intention que les commerçants affichent comme ça aux yeux du monde entier comme ça, et comment comprendre ça? Vraiment, je pense que nous vivons dans un monde où les gens réfléchissent essentiellement en termes de profit. Gagner de l'argent à tout prix, tout ça, quitte à ce qu'on extermine toute la population. On a du mal à comprendre comment des personnes sont aussi inconscientes, aussi, je n'appelle pas ça l'ignorance, c'est la méchanceté. Parce que quand quelqu'un va acheter un plantain au marché, ce qui m'est revenu, c'est qu'on te demande, si tu veux le plantain mûr, on peut te mûrir ça tout de suite. Et les gens acceptent, parce que ceux qui acceptent d'acheter comme ça, ils sont ignorants. Donc, on te mûrit le plantain. Maintenant, si quelqu'un a envie, veut de l'huile, on achète le vrac, on mélange tellement de choses dans le vrac là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pauvres, ils ne peuvent pas s'acheter 1 litre d'huile à prix de 1000 francs. Mais ceux qui sont chargés de vendre de l'huile en détail, qu'ils soient au moins honnêtes. Les gens ne vont pas mourir parce qu'ils ont envie de manger. Mais maintenant, on a aussi, parfois, tu achètes de la viande, on te dit que c'est la viande du cheval. C'est moins cher. J'ai entendu tellement, j'ai tellement vu. Tout ça, là, vraiment, ça fait même peur. Comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de gens se retrouvent avec le cancer, avec les maladies qu'on ne s'explique pas. Certains se retrouvent même empoisonnés à cause de ça. Les yaourts qu'on vend un peu partout, parfois c'est très bon. Mais on fait tellement de mélanges que ça finit par créer beaucoup d'autres problèmes. Vraiment ça, il faut que les commerçants arrêtent. On veut gagner beaucoup d'argent et très rapidement. Et après, ça sert à quoi?
C'est la question qu'on se pose. Ça sert à quoi si on a tué beaucoup de gens? Cet argent va nous servir à quoi? Mais on se rend compte que c'est la population également qui encourage ces gens. Parce que nous sommes tous au courant de toutes ces pratiques, de toutes ces pratiques malsaines, mais personne ne dénonce, personne ne parle. Non seulement on ne dénonce pas. Si on demande à quelqu'un s'il veut qu'on mûrisse son plantain là, tout de suite, et qu'il accepte, ça veut dire quoi? On est complice. C'est pas parce qu'on a envie de manger les plantains qu'on voit, on sait qu'on verse quel produit sur ces plantains. Donc tout ça, ça veut dire que tout le monde est complice. Et ceux qui parce qu'on n'est plus dans le naturel. On n'est plus dans le naturel. Et maintenant, c'est tellement dangereux ces produits. Tellement. Déjà, on dit que quand les aliments qu'on cultive, il faut faire attention avec les engrais et autres. Maintenant, on apporte, on verse les produits chimiques qui sont aussi dangereux. Non, je pense que ça, on est allé trop loin. Il faut absolument faire quelque chose. Vraiment. On est allé très loin, il faut absolument faire quelque chose. Mais aujourd'hui, quand même, on voit beaucoup de comportements, malsains. Parce qu'en dehors de ça, il y a également des commerçants qui sont devenus véreux. Donc, les commerçants qui, lorsque vous partez acheter, par exemple, une boîte d'arachide, on a augmenté beaucoup de sous-boîtes dans la boîte, de telle sorte que ça arrive parfois, la boîte se retrouve, donc vous achetez, c'est la moitié de la boîte, et qu'on vend aux gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, c'est l'État du Cameroun, parce que l'État ne jette pas un coup d'œil. Selon vous, qu'est-ce que l'État devrait faire? Est-ce que si l'État commence à menacer, on ne va pas dire que l'État menace les populations pauvres? C'est justement ça le problème. Parce que les gens demandent quelque chose et ils demandent en même temps son contraire. Je pense que l'État doit faire son travail. Il faut taper sur les doigts de ces gens. Maintenant, quand on va taper sur les doigts, forcément, ils vont dire qu'on ne veut pas qu'ils se débrouillent. Quand quelqu'un se débrouille, ça ne veut pas dire qu'il doit devenir un meurtrier. Oui, il faut laisser les gens. Parfois, il faut aussi laisser que les gens crient. Hein. On est obligé de nous protéger contre notre volonté. Donc, il faut laisser que les gens crient. Et puis maintenant, si en dehors de l'État, nous-mêmes, nous devrions être conscients. Nous devions avoir le cœur, vraiment. Nous devions avoir le cœur, nous devons savoir que ce que nous faisons, tuer quelqu'un quand on a le sang humain entre nos mains, c'est extrêmement dangereux, c'est pénible. C'est pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent, on a envie d'être riche. Parfois, ça nous rapporte même combien? Quelqu'un va faire comme ça, il a vendu le plantain peut-être à 500. 500, c'est quoi par rapport à une vie humaine? Par rapport à plusieurs, il y a des gens qui peuvent avoir des invités, ils achètent des plantains comme ça. Et vous imaginez le nombre de personnes qu'on va empoisonner. Il faut que l'État fasse quelque chose. Moi, je dis, j'avais vu dans une émission dans un pays étranger, on disait qu'il y avait des gens malhonnêtes et ainsi de suite. On donnait des convocations et ça ne marchait pas. Mais une fois qu'on a commencé à s'intéresser à leur porte-monnaie, vous faites telle chose, on vous soutient un peu d'argent dans votre porte-monnaie. Ils se sont mis au pas. Maintenant, si on attrape quelqu'un en train de faire une chose pareille, il faut qu'il paye. Si quelqu'un paye une fois, deux fois, trois fois, il va crier. Et quand il crie, je pense qu'il en aura marre, il va laisser. Maintenant, il y a aussi vous, les gens des médias, hein, parce que quand l'État commence à frapper, c'est les gens des médias qui montent au créneau, disent que non, il faut laisser les gens se débrouiller. Et à la fin, ça crée quoi? Un désordre inouï, qu'on ne sait même plus comment on peut arrêter. Oui. Donc, je pense que vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut frapper. Et il faut frapper fort même. Parce que là, c'est la mort. Nous tous, on ne sait pas ce qu'on achète au marché. Parfois, on va manger au restaurant, on ne sait pas ce qu'on est en train de manger au restaurant. Nos enfants qui mangent en route, là, et on ne sait pas ce qu'ils mangent. Donc, il faut frapper vraiment, vraiment fort. Oui. Docteur Hobson, bienvenue sur le plateau. Vous nous avez trouvé déjà en plein débat. Et on se rend compte d'une chose aujourd'hui, Docteur Hobson, c'est que les Camerounais sont devenus champions dans l'art de la malhonnêteté. La malhonnêteté intellectuelle, la malhonnêteté dans tous les sens du terme. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de ces commerçants qui vous mûrissent le plantain en quelques heures, un régime de plantain, parce que le plantain est non mûr, il y a des produits qu'on utilise pour mûrir le plantain en quelques heures, et les gens mangent
vous qui êtes médecin, vous qui êtes docteur, vous qui travaillez justement dans la santé humaine, est-ce qu'on peut manger ce genre de plantain et ne pas avoir de conséquences dans le corps? D'abord, merci Solange de m'avoir invité une fois de plus pour venir parler de ces sujets qui sont tout aussi importants pour toute la population. La santé, c'est lié à la nutrition. Donc tout ce qu'on mange nous affecte. Et ça affecte nos performances, ça affecte notre interaction avec les autres, ça affecte tout ce qu'on fait dans la vie. Donc quand on a des aliments qui sont altérés et de manière toxique, bien sûr, ça va affecter la santé générale de la population. Donc tout ce qui est fait dans les marchés, vraiment, c'est vraiment dommage parce que, vous savez, les gens ont tendance à penser que c'est les raccourcis qui nous permettent de réussir dans la vie. Parce que les raccourcis ne peuvent que nous exposer aux problèmes. Même si certains se disent que bon, ça nous dirait, moi je ne peux pas m'engager dans une situation, dans une telle pratique. Ça se fait également dans le domaine de la médecine. Hein. On a des produits qui sont toxiques. Il y a des gens qui mélangent des produits pour se faire plus d'argent. Moi, j'ai commandé des plantes l'autre jour et j'ai demandé au monsieur, bon, parce que parfois il m'arrive de ne pas aller dans la brousse, je suis obligé de commander à travers des intermédiaires. Je dis au monsieur, bon, j'ai besoin de 2 sacs de telles feuilles. Mettez les feuilles fraîches. Il va là en brousse, il remplit et les pourrit, parce qu'il veut se faire de l'argent. Il sait que je ne pourrais pas vérifier cela. Il m'a donné la moitié de ça qui était pourri. Il a pris mon argent et il a disparu dans la nature. Vous voyez un peu, c'est parce que les gens pensent que c'est facile. Ils se disent que bon, c'est un gibier, il a de l'argent, c'est comme ça qu'ils considèrent leurs clients. Alors qu'en réalité, quand vous êtes dans les affaires, vous devez créer des relations pérennes avec votre clientèle. Vous devez vous soucier du bien-être du client. Et le client va toujours revenir vers vous parce qu'il se rend compte que quand même, il y a une relation qui a été établie ici, une relation basée sur l'honnêteté et non pas sur la roublardise. Donc, beaucoup de Camerounais pensent, ou pas beaucoup, je ne peux pas dire beaucoup parce que je ne connais pas le pourcentage. Dans les marchés, c'est grave. Oui, dans les marchés, la plupart des marchés. J'ai acheté un produit l'autre jour et on me dit, on vend 1 kilo, on me donne le prix, je paye. Quand j'arrive, je prends mon scale, hein, je pose et je me rends compte que ce n'est pas 1 kilo. Ils disent que c'est 1 kilo, ils me vendent ça 1 kilo, alors que c'était 850 C'est le faux. Donc, ça se fait presque partout. Les gens se disent que bon, c'est peut-être un raccourci pour se faire de l'argent. Mais docteur, comment on peut comprendre que c'est les mêmes Camerounais qui se plaignent du gouvernement, c'est les mêmes Camerounais qui disent qu'on doit sortir pour marcher, non, on souffre, on est malheureux, mais c'est les mêmes qui escroquent encore leurs propres frères dans la misère. C'est eux, parce qu'il y a une sorte comment dirais-je, victimisation, des gens qui commettent des erreurs. C'est-à-dire qu'on appelle ça en anglais asserting the opposite. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, hein, vous créez des dommages, mais vous vous plaignez, comme si c'est vous qui étiez la victime. Ouais, c'est un peu la mentalité que beaucoup de gens ont ici. Vous faites quelque chose et quand on vous dénonce, vous dites oh non, on ne m'aime pas, oh, on est contre moi et tout. Bon, donc les mentalités doivent changer à la base. Hein? Si ça ne change pas à la base, je ne pense pas qu'on a très peu de chance. Même si on dénonce le gouvernement, mais écoutez, le gouvernement va parler dans les marchés pour changer la mentalité des gens. Oui. Docteur Hobson, quelles sont les conséquences par exemple, de ce plantain qui est mûri en quelques heures via un produit cancéreux? Je ne sais pas si c'est... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Quelle est la conséquence de cette huile frélatée? On ne sait même pas d'où ça sort, on vend ça en bouteille comme ça, 1,5 litre. Mais il paraît que c'est dangereux qu'on vend dans les marchés. Et il y a également, ils ont maintenant un système, ils vont réussir à rendre rouge un produit qui était blanc en vous disant que non, c'est une tomate artificielle. On fait même les sauces avec. Dans les restaurants, quand vous arrivez, on vous donne une sauce rouge, une sauce tomate très rouge comme ça. La femme s'y a utilisé quelle tomate? Alors que c'est des teintures. Mais les conséquences sont dévastatrices. C'est pas... Quand vous mangez... Vous savez, le corps humain ne peut se nourrir, ne peut vivre de manière optimale qu'en se nourrissant bien. C'est-à-dire l'alimentation au centre. C'est vrai qu'il y a 2 types d'alimentation. Hein. Il y a l'alimentation
ce que nous mangeons, les aliments, mais il y a également au niveau psychologique, l'alimentation des idées. Hein, ça aussi, ça a un effet dans notre nutrition. Mais c'est ce qu'on mange, hein, qui va déterminer notre santé, aujourd'hui et demain. C'est ça qui va déterminer la santé. Donc, si vous achetez un produit qui est intoxiqué, qui est pollué, ça va laisser des résidus dans votre corps. Et ça va vous rendre malade. C'est inévitable. Donc, ces gens-là sont en train de mettre la vie des gens en danger. En fait, on est en train de tuer les gens à petit feu. C'est essentiellement ce qui se passe. On est en train de tuer les gens à petit feu. On est en train de les intoxiquer, hein, les empoisonner. Parce qu'on ne peut pas utiliser un autre terme, c'est ça. Cathy, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça aussi? Je pense que vraiment j'aurais la langue un peu dure. Hein, c'est des criminels tout simplement. Ah oui. C'est des criminels parce que sous prétexte qu'on veut se faire de l'argent, on utilise du poison pour nourrir les populations. Si toute cette population-là meurt, ils vont se nourrir comment ils vont faire pour avoir de l'argent? Les gens sont tellement inconscients qu'ils prennent... il faut même voir les fûts dans lesquels on met cette huile-là. Vraiment, si on voit ça, on serre le cœur pour ne pas pleurer. Comme si ce n'était pas suffisant, on ajoute encore d'autres produits toxiques. Si ce n'est pas un crime, on peut appeler ça comment? Donc, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience, que les gens essayent d'être un peu honnêtes. L'argent facile, on dit que ce qui est facile, comment on appelle ça? Le moins cher est cher. Ceux qui cherchent aussi à l'acheter moins cher, là, finalement, ceux qui dépensent dans les hôpitaux, parfois même leurs problèmes sont irrémédiables, c'est plus grave. Donc, ceux qui veulent se faire de l'argent, comme Dr Hobson disait tout à l'heure, il faut être honnête. Il vaut mieux avoir une petite clientèle, mais sûre, que d'avoir une grosse clientèle qui va nous poser des problèmes après. Parce que si on vous dit que vous avez vendu l'huile à telle personne, elle est décédée, l'autre a attrapé un cancer, l'autre est devenu aveugle, et ainsi de suite, vous ne serez pas heureux. Vous pensez que ces personnes ont la conscience, ces personnes regrettent même parfois? Ils font tout pour tuer leur conscience, mais le sang humain est très fort. Parfois, on se dit, oh, rien ne va m'arriver, mais une fois qu'ils ont des problèmes, vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi forts que ça. Non, mais c'est les gens qui subissent, hein. Ils subissent sans même le savoir. Ben, c'est ça. Sans le savoir. Ils subissent parce que vous savez, quand vous, dans la vie, ce qu'on appelle de plus en plus, la science nous le démontre. On parle de la biologie des émotions, on parle de la science de la gratitude, la médecine de la gratitude. Le karma. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand vous entretenez des mauvaises émotions vis-à-vis des gens, parce que vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas de scrupules, vous dites que bon, vous faites de l'argent, vous allez payer. Vous allez payer parce que le cerveau est suffisamment intelligent pour faire la part des choses. Donc, vous allez payer et ça va affecter votre santé d'abord. Ça va affecter même plein de choses dans votre vie. Ça va vous donner une vie instable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Après, vous allez accuser un marabout ou bien quelqu'un d'une autre personne, de la famille ou bien je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, c'est vous. Parce que chacun de nous est président de son univers. Hein? Ou alors de sa nation, qui est son imagination. Et l'imagination est nourrie de pensées, d'émotions, et c'est ce que nous faisons qui se manifeste sur nous. Ça ne vient pas d'ailleurs. Hein? Chacun de nous contrôle son environnement. Si vous décidez de faire mal aux gens, créer du tort aux gens, empoisonner les gens parce que vous pensez que vous allez faire de l'argent, cet argent-là, vous allez le dépenser pour vous soigner. Et parfois même, vous n'allez rien gagner là-dessus. Mais c'est ça, vous allez avoir d'autres malheurs. Il faut par exemple voir les trafiquants de drogue. Ils sont hyper riches. Mais est-ce que le bonheur vient de cet argent? Leur bonheur vient-il de cet argent? Docteur Hobson, il y a un autre phénomène qu'on connaît dans notre pays aujourd'hui. Vous parliez de médicaments. La vente des médicaments dans la rue, on en parle de plus en plus, on en parle et les gens justifient ça par la pauvreté parce qu'il n'y a pas d'argent. Et là-bas, on voit souvent des dates périmées. Plus grave encore, il y a des personnes qui réussissent à importer des choses au Cameroun. Parfois, ça peut être de l'alimentation, ça peut être des produits. Et ils changent les dates de péremption alors que c'était déjà expiré. Quelles conséquences on a sur la santé quand on mange quelque chose dont la date a été périmée, des choses fabriquées? Mais on a des conséquences. C'est-à-dire que, bon, les médicaments, là, c'est vrai que moi, je ne suis pas vraiment un adepte de cette médecine-là, oui. Mais je veux dire, quand on fabrique un médicament, il a quand même une durée. Hein?
durée d'innocuité, c'est-à-dire qu'une durée à laquelle il va rester sans causer des dommages dans le corps de quelqu'un. Parce qu'on fait des tests. Hein. Donc, quand le produit expire, ce n'est plus le même produit, il devient dangereux. Donc, si vous prenez un produit qui a expiré, dont la date d'expiration est passée, vous le mettez à la disposition des gens, mais vous les exposez le même poison. Ce n'est pas différent d'un produit que vous avez frélaté, une huile que vous avez frélatée, ou bien un aliment que vous avez atterré avec des produits chimiques. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est toujours du poison. C'est du poison. Mais il y a des gens qui se disent, bon, tant que je suis en sécurité quelque part dans mon petit coin, les gens viennent, je leur vends ça et tout, j'ai pas de problème. Hein? Ben, il arrive souvent que, bon, ces gens-là, qu'on puisse mettre la main sur eux, parfois, bon, ils essaient de corrompre les gens pour sortir, retourner dans la rue. Et, ah oui. Même, vous parlez même la drogue. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu quelqu'un qu'on a attrapé la main, hein, dans la poche, hein, en train de vendre la drogue aux enfants dans une école là-bas. On l'attrape. Il va, on le garde toute la journée, et puis après, vers 18h, il revient au même endroit. C'est terrible, hein, Solange. Moi, je ne parlerai pas. C'est vrai qu'il y a la pauvreté. On est choqués. Mais les gens aiment aussi beaucoup la facilité. Moi, j'accompagne beaucoup de gens. Quand on nous demande de ne pas brûler les étapes, beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, il y a des gens qui m'ont fui parce que je vais les aider et ils trouvent que chez moi, avec moi, c'est trop long. C'est trop lent. Ça, oui. C'est-à-dire, ils veulent que d'une baguette, ils prennent une baguette magique et que je les aide. On se dit que non, c'est trop long. C'est-à-dire, parfois, il y en a qui ne veulent pas faire d'efforts. Tu veux aider quelqu'un à faire quelque chose, il faut que tu fasses tout, que tu lui apportes le produit fini et qu'il s'asseye, qu'il ne fasse pas. Quand on donne même les conseils, tu peux par exemple ouvrir un call box, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Oh non, moi, je ne peux pas faire comme ça. Ça ne passe pas. Si on voit que Dr Hobson a fait ses médicaments, ça marche. Il a passé 10 années à savoir de recherche. Maintenant, il a encore passé 10 autres années à créer des circuits de distribution. Et puis, à la 20e année... Et quelqu'un vient carrément prendre l'idée de Dr Hobson. Ah non, il a passé 20 ans à faire... Ce n'est pas le vrai de Dr Hobson, c'est seulement l'idée. Oui. C'est-à-dire, c'est Dr Hobson qui connaît comment je mets A, je mets B, je mets X pour que ça forme Z. Mais la personne vient prendre A. Et il met... la contrefaçon de Dr Hobson. Tout à fait. Oui, le reste, ça s'en fout. De toute façon, c'est Dieu qui aide tout le monde. Dieu va aider ces gens-là. Mais il y a quelqu'un qui me l'a dit. Je gagne de l'argent. Quelqu'un me l'a dit pendant la Covid. Les gens ont vu mon sirop, c'est petit, ça marche. Et quelqu'un vient me dire, mais docteur, on dirait qu'on est en train de frélater, on est en train de faire ton sirop. J'ai fait le tour là. J'ai dit, mais qui vous l'a dit? Il dit, mais non, je suis allé. Bon. Il y a des gens qui se sont dit, bon, voilà quelque chose qui marche, on peut aller au quartier fabriquer ça et puis recréer le label et puis essayer de vendre ça au quartier. Et c'est ça, et puis on le vend beaucoup, bien sûr. Vend parfois à vil prix. Pourvu qu'on ait de l'argent, on ne prend pas suffisamment de temps pour mûrir ce qu'on fait. On n'est pas assez patient pour mûrir notre activité, pour nourrir notre circuit de distribution, pour mûrir notre réseau. La réussite passe par un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, comme un Italien avait dit, il faut que les Camerounais arrêtent de penser qu'ils peuvent s'aimer le matin et récolter le soir. Tout à fait. Quand on commence le matin, si le soir, on n'a pas la solution qu'on veut, c'est mauvais. C'est le président de la République qui a tort, c'est mon oncle au village, c'est telle personne. Il faut qu'on arrête ça. Qu'on sache que la vie est aussi faite de souffrance. Ceux qui ont réussi ont souffert pour avoir ce qu'ils ont. Moi, je suis dans mon travail depuis plus de 10 ans. C'est maintenant que je commence à voir que ça peut aller. Et puis, dans la souffrance, là, on acquiert de l'expérience. On apprend tellement de choses. Et puis, on finit par devenir une personne mûre, une personne utile, une personne qu'on recherche. Mais si on commence à faire la malhonnêteté comme les gens font, ça ne dure pas longtemps de toutes les façons. Parce qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte que c'est au marché même qu'on va dire que celui-ci a souvent la viande de cheval. Donc, il faut faire attention. Après, il s'étonne que les gens ne viennent plus auprès de lui. Parce que si le gouvernement ne part pas frapper sur ces gens-là, la justice même, la nature va les frapper. Parce que comment on a fait pour savoir que les gens mélangent l'huile? Comment on a fait pour savoir qu'on met les produits dans les plantains? Les gens vont commencer à faire attention. Ceux qui le font seront pointés du doigt. Après, ils vont envier ceux qui ont été honnêtes. Parce que celui qui est honnête a de fortes chances de survivre pendant
plusieurs années. Alors que celui qui est malhonnête, il est comme un feu de paille. Broup, il s'allume et puis il s'éteint comme il s'est allumé. Oui. Mais on a même vu des gens, plus graves encore, Dr Hobson, vendre la viande du chien à la place de la viande de bœuf. Tout à fait. Vendre même la viande humaine à la place de la viande de bœuf. Comment est-ce qu'on peut arriver ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des individus? C'est la pauvreté, c'est quoi exactement? Non, je pense que c'est des personnes qui n'ont aucune conscience, qui se foutent déjà du bien-être des autres. C'est des gens qui pensent qu'à eux. Parce que vous ne pouvez pas, si vous pensez aux autres, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Vous comprenez? Si quelqu'un est focalisé sur le matériel, sur l'argent, il pense que c'est ça qui est au centre de tout, au détriment de toute autre chose. Il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Hein? Il est prêt à tout faire. Donc, il y a des Camerounais qui sont arrivés au point où, chaque fois qu'ils voient une opportunité, ils ne se posent pas de questions morales, se demander est-ce que ça va faire du mal, ça va causer un tort à quelqu'un. Ils foncent là-dedans parce que c'est de l'argent à se faire. Est-ce que c'est pas aussi quelque part peut-être le manque de la crainte de Dieu, parce que pour beaucoup de gens, Dieu n'existe pas, il y a tout ça, il n'y a pas cette force-là? Oui, ça fait partie de cela. C'est qu'on est arrivé dans une société aujourd'hui qui n'a pas d'orientation, de boussole morale. Hein, c'est-à-dire que les gens se disent que, bon, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous, on est à la jungle, il n'y a pas de règle. La règle importante, c'est gagner de l'argent. Ok? Il n'y a pas une autre règle. Si on trouve une opportunité, on fonce dessus. On ne réfléchit pas. Donc, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans cette équation-là. Quand tu disais même à quelqu'un que, est-ce que Dieu dit que mon frère Dieu est ici? Il te répond que Dieu, mon frère Dieu est ici. Quelqu'un a dit dernièrement qu'une personne qui lui est proche disait que laisse Dieu là où il est. Il a déjà beaucoup de choses à faire comme ça. Tu es l'ami de Dieu. Tu parles avec Dieu. Dieu t'a dit qu'il est fatigué. Tu sais qu'il a combien de personnes qui travaillent pour lui. C'est ça. Donc c'est important de souligner aussi ça. Notre source de bonheur vient d'où? Il faut savoir, parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'argent qui fait le bonheur. C'est pour ça qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent à tout prix. À tout prix. Et nos jeunes enfants sont là-dedans. Ils voient, ils pensent que l'argent, c'est dans le dernier portable, le dernier cri que tu as. L'argent, c'est dans la dernière paire de tennis. L'argent, c'est dans les avions première classe et tout. Le bonheur, c'est dans tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent alimenter notre vie. Ça donne un peu de piment à notre vie. Mais le vrai bonheur, c'est pas là. Ça part de notre cœur. C'est notre paix intérieure. C'est ce que nous avons dans notre tête. Si nous avons tué beaucoup de gens pour gagner des milliards de francs, on va sortir avec des grosses voitures et autres. Mais est-ce qu'au fond de nous, nous sommes heureux? Le bonheur, c'est à l'intérieur. Maintenant, si on a réussi à manger à la fin de la journée de justesse, on est heureux. Parce qu'on s'est dit, ah, j'ai failli dormir affamé. Et puis je dors bien parce que j'ai bien mangé. Même si je n'ai pas mangé ce que je voulais. C'est ça le bonheur. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on voit quand même la façon dont les gens sont devenus riches rapidement aussi dans notre société? Vous avez vu une fille qui était au quartier, qui ne valait rien, absolument rien. Du jour au lendemain, elle a voyagé, elle allait à Mbeng, comme on dit souvent. Elle est devenue benguiste. En quelques temps, elle envoie l'argent. On a déjà conçu 2 immeubles, etc. Tout le temps, elle envoie l'argent. Et ça commence... Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de voir les gens qui sont devenus riches en un laps de temps, ça ne peut pas aussi jouer psychologiquement dans la tête des gens au point où on est prêt à tout pour devenir riche? Moi, je pense que c'est exact ce que tu dis, parce que, vous savez, dans une société, il faut toujours des modèles. Les jeunes s'inspirent des modèles. Et nous sommes arrivés à un point dans notre société camerounaise où les femmes étaient devenus des modèles. Alors, quand un enfant voit un féman dans une grosse bagnole, il arrive en boîte de nuit, il distribue des champagnes et tout, il se dit non, quand je vais être grand, il faut que je sois comme lui. Tu vois, quand j'arrive, on m'appelle président. Voilà, ça c'est le modèle. On voit une fille, on ne sait pas exactement ce que fait en Europe. Hein, certains se livrent à des choses là-bas qui sont inimaginables. Elle a construit un ou 2 immeubles aussi. Oh mais non, je vais être comme elle. Bon, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, même ici au Cameroun actuellement, pour vous considérer, on vous demande, tu as une maison, tu as le terrain. Si tu n'as rien de tout ça, tu n'es absolument rien. Donc les modèles sont là. On n'a pas les bons modèles. Il faut qu'on montre aux jeunes des bons modèles. De gens qui ont travaillé
pendant toute leur vie pour gagner leur vie. Parce que le Cameroun est un pays qui a énormément d'opportunités. Je dis toujours ça aux gens. Quand les gens me disent, mais attends, toi tu as vécu aux États-Unis, mais ce pays-là, tu viens faire quoi dans le pays-là? Je leur demande toujours, vous savez pourquoi Orange est ici? S'il n'y avait pas l'argent au Cameroun, est-ce que Orange serait venu au Cameroun? Est-ce que Total serait venu au Cameroun s'il n'y avait pas l'argent au Cameroun? Est-ce que MTM serait venu dans ce pays-ci s'il n'y avait pas l'argent? Donc réfléchissez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, chacun de nous détermine ce qu'il va devenir. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'opportunité dehors, vous n'en trouverez jamais. C'est-à-dire, on va vous ouvrir 100 000 portes, vous allez toujours penser que les portes sont fermées. Hein? Parce que dans votre perception, vous voyez qu'il n'y a rien. Les gens viennent souvent me voir, quelqu'un a un problème de santé, il me dit, docteur, mais ça là, je ne pourrais pas payer ça. J'ai dit, maman, vous pouvez acheter une voiture, vous avez une voiture là dehors, mais vous pensez que c'est cher? Ça dépend de ce que vous faites de votre vie. Si vous voulez investir dans votre santé, vous allez voir que c'est rien du tout. Parce que moi, on m'a appris à l'école primaire que la santé est le bien le plus précieux. Mais il y a des gens qui pensent que c'est un peu trop. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fermés les yeux par rapport à un certain nombre de choses. Une femme, quelqu'un peut acheter une Mercedes de 60 millions, peut acheter, construire une villa de 150 millions, mais vous lui dites, bon, pour votre santé, investissez 100 000 francs, il va penser que c'est trop. Alors qu'en réalité, c'est un investissement pour lui. Donc, quand vous avez un univers comme ça, là, où les gens imaginent par rapport à eux qu'il n'y a pas d'opportunité, ils ne vont pas trouver les opportunités. Il y a tellement de problèmes à résoudre au Cameroun que les jeunes qui sont en train de faire le chômage là ne devaient même pas être en train de chômer. S'il y avait une bonne orientation et des bons modèles. Mais comme les modèles les plus visibles sont des modèles de la facilité. C'est un problème de choix. C'est un problème de visibilité et de choix. La visibilité est là. Ceux qu'on voit qui font du boucan, hein, comme on dit, ceux qui font du boucan, c'est les gens qui ont obtenu l'argent facilement. Donc, les jeunes vont avoir tendance à aller voir plus. Donc, il y a une responsabilité également au niveau des médias. Parce que c'est les médias qui forment l'opinion. Hein? Donc, les médias doivent accentuer la mise en valeur des modèles qui ont souffert, qui n'ont pas seulement été les modèles qui ont obtenu l'argent par des voies mystérieuses et même frauduleuses. Hein? Donc, il y a un travail à faire parce que le jeune regarde la télévision et se pose des questions. Parce que les divers, c'est souvent quoi? Maman, on a un grand là, il y a un gars dans mon quartier là. Le gars était ici, il était un genre là. Maman, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Le gars roule déjà dans des voitures. Mon frère, c'est la magie. C'est ça l'exemple. Oui. Une fille qui était là comme ça du jour au lendemain parce qu'elle a commencé à sortir avec X, Y. On la met au niveau, on dit, c'est voilà les vraies filles voilà. Et tout. Tout à fait. Moi, je pense que, je dis toujours que le milieu des relations publiques est le milieu le plus hypocrite, le plus cruel même. C'est cruel pourquoi? Parce qu'on montre aux gens tout ce qui est évident, tout ce que les gens veulent voir. Mais ce qui est pourri à l'intérieur, on ne le voit pas. Voilà. Donc il faut faire très attention. Les gens vont venir, comme on dit, chacun de nous cache un cadavre dans son placard. Tous les cadavres sont dans les placards. Maintenant, vous avez envie de voir les grosses voitures, on vous les montre. Vous avez envie de voir si on vous les montre. Je crois que tu avais déjà dit ici, dans une émission, que nos enfants ont besoin de mentors. Oh, les mentors, c'est qui? La société ne veut plus que le mentor soit celui qui a souffert, qui a trimé pour arriver où il veut. Non, quand on est même en train de souffrir, quand on est en train de tracer son chemin, on vous tire dessus. On se moque de vous. On se moque de vous. Oh, depuis qu'elle est en train de faire ceci, pourquoi ça ne marche pas vite? Depuis 2 ans que tu es en train de trouver ta structure là. Mais finalement, regarde celle-ci qui hier est arrivée. Elle a commencé. Elle a déjà la grosse voiture. Elle est ceci, c'est là. Toi, tu marches toujours à pied. Si on dit ça à nos enfants, qu'est-ce que vous voulez? Nos enfants vont aussi rechercher la facilité. Bien sûr. On ne leur dit pas que derrière la recherche de la facilité se trouve le crime, se trouve les trafics de champs, tout à fait. Se trouve toutes les conséquences, la prostitution, la prostitution et tout. Les jeunes filles qu'on voit là, ces jeunes filles font quoi? Si on vous dit ce qu'elles font, si on vous dit ce qu'elles subissent, vraiment, seulement, on va voir, c'est pas pour rien qu'elles font l'exhibition, hein. C'est pour attirer les autres et dire que oui, moi, maintenant les jeunes filles pensent que quoi? Il suffit d'être belle pour avoir de l'argent. La beauté, c'est pas un métier. C'est pas un métier parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'à tout moment, d'une minute à l'autre, ça peut aller. Je peux être la plus belle fille du Cameroun et puis demain, je fais un accident. Et puis oui, même l'eau peut se verser sur moi. Tout peut arriver.
Tout peut arriver. Donc, il ne faut pas miser sur la beauté parce qu'elle est éphémère. Il faut miser sur le travail. Montrons à nos jeunes des mentors. Il y en a, hein. Ouais. Il y en a qui ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Mais vraiment, quand je dis que les gens ne veulent pas travailler, je sais de quoi je parle. Même les grandes personnes, pour les accompagner, ce n'est pas évident. Parce qu'on veut tout avoir. Servir les gens, la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Voilà, c'est ce qu'on veut. On ne sait pas que c'est la malédiction. Si on ne le fait pas, non, votre travail ne marche pas. Quand vous prenez, vous êtes comme des travailleurs sociaux comme nous. Moi, ceux qui m'aident souvent, ils me disent, il faut aller faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle autre. Les Camerounais ne réfléchissent pas comme ça. Tu dis que tu dois aider, toi, assois-toi, viens seulement me donner les résultats. Donc, si tu commences à lui dire que va à tel endroit, non, quand je pars là-bas, parfois, ils ne sont pas là-bas à 8 h. Mais s'ils ne sont pas là-bas à 8 h, tu attends 9 h. Oui, quand j'arrive à 9 h, on m'a mal reçu. Mais si tu sais ce que tu veux, ben, tu envoies quelqu'un à un autre endroit, on gronde trop là-bas, mais si on te gronde, ça fait quoi? Moi, je subis les mêmes choses. Parfois, quand tu viens me saluer, même, on ne l'a même pas suivi, elle a dit que comme fait comme si elle ne me voit pas. C'est la même chose que nous subissons partout. Mais parfois, on se moque de nous. Il y a des gens qui n'ont pas voulu parce qu'on se moquait de nous. Je disais à un jeune médecin qui travaille avec moi que ceux qui se moquent de nous aujourd'hui vont nous admirer demain. Ça, c'est des choses qu'on doit dire à nos enfants. Que quand on est en train de chercher son chemin, ceux qui ne comprennent pas là où on va se moquent de nous. Mais une fois qu'on y arrive, on est adulé. Hein? Donc, il faut y aller doucement. Beaucoup de choses s'apprennent pendant l'épreuve. L'épreuve, c'est la meilleure façon de nous former. Maintenant, ceux qui parlent de Dieu, quand on parle de Dieu, on pense qu'on est dépassé. Oh, c'est des crédules. Et ainsi de suite. Dieu nous donne des bénédictions sur le plan spirituel. Hein. Dieu ne nous dit pas... Oui. Et même sur le plan matériel. Même sur le plan matériel. Parfois, on ne se rend pas compte. Mais il faut avoir le discernement pour voir que ça, sur le plan matériel, mais la protection que Dieu nous apporte sur le plan spirituel nous aide à faire beaucoup de choses. C'est cette protection-là. Tout acte positif qu'on pose a toujours une, on va dire, une récompense. Une récompense, c'est ça. Parfois, ce n'est même pas vous, c'est la nature qui bien vous sûr. récompense. Mais c'est ça. Il y a une suite logique à tout. Même la Bible dit que Dieu bénit les efforts que nous faisons et puis il nous donne la récompense. Maintenant, il faut donner à Dieu quelque chose qu'il doit bénir. Je ne suis pas sûr que Dieu va bénir les plantains qu'on est en train de mettre. Si tu réussis à vendre 5 000 francs par jour, tu dis que voilà, merci Dieu. Et puis il y a aussi autre chose, il faut que les gens crient, qu'on les laisse crier, qu'on les laisse jouer les victimes, parce qu'on ne va pas mourir, parce que les gens, de plus en plus, les gens jouent les victimes. Dès qu'il y a quelque chose, on ne veut pas qu'on se débrouille. Bon, quitte à ce qu'on laisse les autres meurs. Oh, on n'était pas en train de faire, c'est telle personne qui a... Laissons-les. À un moment donné, vous allez voir qu'ils ne vont plus crier. Parce qu'ils crient, parce qu'ils savent que quand ils crient, on va les laisser. J'avais vu dans une chaîne de télévision, les gens étaient en train de vendre en bordure de route, là où une route qu'on venait d'achever. On crie qu'on n'a pas de route. Maintenant, on achève là. Quand on commence, oh, ils nous ont tués. On va nourrir les enfants avec quoi? Mais il faut chercher un endroit décent pour aller vendre. Et quand on va voir ça, non, on ne veut pas que la population se débrouille. Il faut laisser les gens crier à un moment donné. Parce que si 10 personnes crient, si on peut sauver 100 personnes, parce que 10 personnes ont crié, je pense qu'on ne va pas s'attarder sur les 10 là qui crient. Encore que 10 personnes qui sont malhonnêtes, qui sont cruelles, ils peuvent mettre tout un pays à terre. Ouais, tout à fait. Non, c'est ce que tu dis est vrai. Moi, je suis allé au marché un jour, je veux passer, et puis je vois qu'on a couvert tout le trottoir. Hein? Donc, je suis obligé de sauter. Je saute maintenant par accident. Il y a un aliment qui me touche au pied comme ça, là. Et le gars se fâche. Il commence à me crier sur moi. Monsieur, vous voyez pas? J'ai dit, monsieur, attends, ça c'est le trottoir. Vous avez calé tout le trottoir pendant sur plus de 10 mètres. Donc les gens vont aller faire des contours pour... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit non, on nous a mis ici et tout, vous n'avez pas à nous dire quoi que ce soit. Hein? Parce que c'est devenu un droit. C'est-à-dire que une place publique devient une propriété privée. Quelqu'un arrive au marché, il expose ses trucs et il ne veut pas que tu passes. Tu demandes, mais mon ami, poussez un peu pour qu'il refuse catégoriquement. J'ai vécu un truc. Moi, je suis en train de passer. Elle est au bord de la route. Au bord de la route,
Je marche et je bouscule un de ces trucs qui tombe et me dit, courbe-toi pour avancer. Je dis, tu es folle, tu me payes pour ça. J'ai demandé, je suis payé pour ramasser tes choses. Mais tu as renversé. Je dis, mais tu fais quoi au bord de la route? Mais bien sûr. Tu fais quoi au bord de la route? Donc, je sais pas ce qu'elle avait comme truc. Je sais pas, c'était les bassines, je sais pas trop. Et moi, je passe ma chose. Il n'y a plus de trottoir. Je marche et je suis obligée de me bousculer parce qu'il y a une moto en même temps qui est en train de passer. La fille me demande que, ma chérie, il faut ramasser. Je dis, je ramasse, je travaille pour toi. Tu me payes pour ça. Et j'ai traversé ma chose, je suis partie. Mais bien sûr. Ah, Bien sûr. C'est incroyable. Oui. Les gens veulent. Et quand on les chasse, j'ai l'illégalité. entendu les gens qui ont dit, on les chasse, il n'y a pas d'endroit. Pourtant, les marchés sont vides. Mais Ils bien sûr, à disent l'intérieur. qu'à l'intérieur, Non, ils veulent les pas, clients c'est- ne viennent pas. ils Mais veulent pas. évidemment, si tout le monde est à l'extérieur, qui va venir à l'intérieur alors qu'il n'y a personne? Mais Si Cathy, quelqu'un Cathy, oui. On a tous eu une personne, Dr. Hobson, qui vendait un truc dans un restaurant genre au quartier, où on était obligé de marcher, d'aller au fond Bien sûr. pour prendre Tout à le fait. bon dolé qu'on Tout vend à là. fait. Qui vous a dit que si je sais que le bon vendeur Ouais. de machin est à tel endroit, Ouais. tu es capable de partir. Mais si tu sais que... Non, quand c'est bon. là où on vend le poulet au marché central, on arrive là en voiture. Ben, c'est ça. C'est C'est à ça, pied, on non? a ça à pied. Tout à fait. Et ça, nous tous, on est là-bas. Tout à fait. Il y a même Là- la boue partout. Là. La boue. Là, on vend le coq. Est-ce que c'est au bord de la route? Tout le monde Mais va là-bas. On marche tous. Tout à fait. Tu es obligé de descendre au carrefour Anatole à et fait. de marcher pendant au moins même 15 minutes pour arriver au fond là-bas et acheter. Si tu es un bon commerçant avec ta bonne marchandise, même n'as si tu es pas dans de le problème. trou à rat, Les gens on vont va te venir te suivre là-bas. trouver. Absolument. Je Donc suis l'histoire absolument d'accord. je ne sais même pas comment est-ce que je peux faire pour acheter un truc au bord de la route. C'est ça. pas possible. C'est ça. Mais il faut voir que, ben, pour dire les restaurants là, il y a peut-être 20 ans, j'avais une amie qui travaillait dans une bonne structure. Elle m'amenait dans un restaurant qui était dans Un sous-quartier comme oui, ça là. mais très propre. Et Et les beaucoup les gens se d'employés mettent- des se mettent en voisins rang. partaient là-bas. C'était très propre. C'était très bien fait. La nourriture était très bien faite. Et cette dame Et on avait- m'a dit qu'elle a fait la sorcellerie, alors qu'en fait, elle fait ce qui est bien. On suit ce qui est bien. On suit ce qui est bien. Bien sûr. C'est pas parce que tu vas te mettre en front office qu'on va forcément te Ben, voir. c'est ça. C'est ça. Docteur Hobson, aujourd'hui, en deuxième partie, il faudrait qu'on parle, parce que je voulais qu'on s'attarde un peu à tout ce qui se passe dans dans les supermarchés. Même dans les supermarchés, là, où on vend parfois des produits périmés, il faudrait qu'on rappelle quand même aux téléspectateurs, avant de continuer, qu'il faut toujours jeter un coup d'œil sur les La date de dates de péremption, parce que parfois, même dans les supermarchés de renom, vous rentrez à la maison, vous constatez que la date est dépassée. Ouais. Oui. Vous pensez que tout ça, avant qu'on arrive à la deuxième partie, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement devait aussi avoir un regard important sur ces choses? Absolument. Je pense que c'est le ministère du Commerce à ce rôle-là. C'est le rôle du ministère du Commerce. Ils ont des départements, ils ont même des unités de brigades qui sont chargées d'aller dans les magasins pour vérifier. Mais la grande question, est-ce qu'ils font le travail? C'est ça la question. Parce que vous pouvez programmer, par exemple, des descentes. Dans des magasins pour vérifier si déjà les prix sont bons et si les produits sont encore sont des produits valables qu'on peut encore vendre au public. Mais s'ils ne le font pas, ou alors parfois les gens peuvent faire une descente, on les soudoie avec une petite enveloppe là, il disparaît, s'il revient peut-être 6 mois après encore ou un an après, on ne revient plus dans la zone là et tout. C'est ça, il faut quand même, je pense que le gouvernement a son rôle à jouer. Il faut que c'est ceux qui sont chargés de vérifier que non seulement les produits qu'on met sur le marché ne vont pas mettre la vie des gens en danger, mais également que les produits qui expirent, normalement, on doit se débarrasser de ça avant même la date d'expiration. C'est comme ça se fait ailleurs. Si vous avez dans les grandes surfaces, par exemple, moi je donne un exemple, aux États-Unis, un produit à 1 mois de sa date d'expiration saute, n'est plus dans les magasins, c'est parti. Mais, docteur, excusez-moi, je voulais rebondir dessus pour dire que peut-être les gens le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Les produits proche péremption là sont utiles à quelque chose.
Nous, les travailleurs sociaux, ça nous sert. Parce que si moi je pars dans un supermarché, je leur dis par exemple, donnez-moi les produits pré-prévention parce que j'ai une population cible qui en a besoin. Je les distribue, je leur dis, vous allez manger. Ils ne vont pas donner. Ils ne donnent pas. Ils ne vont Parce que pas moi, j'ai écrit plusieurs fois par rapport à ma fondation humanitaire. Un moment, je m'en vais là-bas, j'écris. Je dis, c'est le fait de fin d'année. J'aimerais que vous m'aidiez en me donnant des choses pour que je puisse aussi aider. On ne donne pas. On préfère vendre les choses pourries, périmées aux gens pour gagner et gagner et regagner et gagner encore. Ils ont même les sacs, les jouets qu'ils ont déjà utilisés plusieurs fois. Ils donnent. Les gens qui partent acheter ces produits, ça, il faut qu'on le leur rappelle. Ce n'est pas les villageois, les gens qui sont au village, les pauvres qui sont au village. Mais c'est des gens riches qui ne vont pas forcément acheter ce qu'ils leur proposent là. Maintenant, ils sont obligés de faire la malhonnêteté pour pouvoir le leur revendre. Alors qu'ils peuvent faire encore que l'État déduit ce qu'eux, ils nous donnent dans leurs impôts. Peut-être qu'ils ne savent pas. Donnez-nous ces produits proche-prévention. Donnez-nous les produits, les sacs, les jouets, les habits qui ne sont plus tout à fait neufs. Et puis, vous allez vous arranger avec l'État après. Et on va donner ça aux personnes indigentes. On va donner aux personnes indigentes. Et les personnes indigentes sont tellement nombreuses. Elles sont tellement nombreuses dans tout le Cameroun. Nous, nous tous, nous serons utiles à quelque chose. Et puis, ils vont remplacer normalement leur stock. Et ils vont continuer à être crédibles. Parce que si les gens découvrent, quand les gens vont découvrir ce qui se passe, ils vont perdre les clients de toutes les façons. Oui, c'est ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on ait cet élan de gratitude là, de magnanimité. Les chefs d'entreprise ou bien les entreprises de manière générale, et même les commerçants peuvent avoir cet élan là. On parle de food bank par exemple dans d'autres pays où il y a des banques de nourriture, où les gens indigents qui ont perdu leur emploi ont besoin de la nourriture. Vous allez voir des tonnes. Parfois des centaines de milliers de tonnes de nourriture, parce que ça vient des magasins. Les magasins reçoivent la nourriture et se disent, bon, ça nourriture encore, les bananes là c'est encore pour 2 semaines, si j'ai pas vendu ça, je donne ça. Et puis mais je fais une déduction. Pas ça en Afrique, je fais une déduction. Au Cameroun. Ouais, un peu. Non mais c'est incroyable, docteur Hobson. On disait que l'Afrique c'est la solidarité, l'Afrique c'est le partage, l'Afrique c'est la générosité. On ne voit pas ça. On ne voit pas. On voit pas. Moi, j'ai vu pendant Corona comment dans d'autres pays, les gens donnaient la nourriture. Il y avait une entraide. Ici, chez nous, c'était le contraire. C'est le contraire, justement. C'est le contraire parce que ceux qui ont l'argent ou ceux qui ont reçu de l'argent de manière, je ne sais pas quoi, et tout, parce que vous savez, il y a une préparation. Même quand vous voulez être fortuné, millionnaire, il faut une préparation. Parce que vous ne pouvez pas passer, je ne sais pas moi, de la misère absolue à la fortune, et vous comprenez la transition qui est entre les deux situations. Vous allez penser que vous êtes Dieu, vous allez penser à autre chose, alors que vous êtes resté la même personne. Il n'y a que la banque qui a changé. Donc, les gens doivent on doit éduquer même les gens qui ont de l'argent ici. On doit les éduquer pour leur dire quel est le rôle de l'argent. Vous savez, comment il s'appelle encore, il y a un grand penseur qui a dit que l'homme n'est réellement utile que quand il met sa fortune au service des autres. C'est vrai. C'est-à-dire que tu ne peux pas être riche et penser que les gens doivent tourner autour de toi comme des mouches. Tu ne les aides pas à être élevés parce qu'il faut enrichir les autres. C'est ça le vrai sens de la vie. C'est-à-dire que quand tu es riche, tu enrichis les autres. Et en enrichissant les autres, tu t'élèves encore parce que l'être humain n'est pas matériel. L'être humain est spirituel. Donc, c'est un peu comme les cercles concentriques. Tu vois, au départ, on est dans un petit cercle là. On est encore comme un animal. Mais plus on élargit les cercles, et plus on s'élève mentalement, spirituellement. Et en s'élevant, on comprend qu'on est attaché aux autres. Donc, ce que nous faisons, nous voulons avoir le bonheur. Nous devons partager le bonheur aux autres. Est-ce que la Bible dit même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Voilà, c'est ça. Donc, les gens qui ont l'argent ici ne pensent pas comme ça. Et ils se disent, je vais toujours en avoir, il faut toujours que j'en ai. Et je piétine les autres. Et je piétine les autres. Il me faut encore des millions, il me faut encore des milliards. Et je dois piétiner les autres. Oui. Moi j'ai entendu quelque chose qui m'avait choqué dernièrement. On va entamer la deuxième partie. Il y avait un directeur d'entreprise d'une entreprise camerounaise qui avait décidé de donner le 13e mois à ses employés. Et non seulement il a donné le 13e mois, mais en plus de ça, il a augmenté le salaire de ses employés.
j'ai entendu des patrons qui étaient en train de dire que mais le type, si c'est un fou. J'ai entendu des gens qui disaient que c'est le faux argent, c'est sûr que c'est l'argent sale, il veut blanchir, etc. J'ai entendu des chefs d'entreprise qui ont dit que mais le type c'est même comment? Il veut que les gens deviennent riches dans son entreprise. Et moi, je me posais la question, comment est-ce que tu peux employer les gens pendant des années? Tu vois comment ils persistent dans la misère et tu es heureux d'être riche, alors que normalement, ton rôle devait savoir que toutes les personnes dans mon entreprise sont épanouies. Mais bien sûr. Bien sûr, je vais dire quelque chose. Vous savez, il y a des choses qui choquent souvent les Camerounais. Vous savez, le milliardaire Dangote a dit qu'au Cameroun, il y a plus de commerçants que de chefs d'entreprise, que de leaders. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont fait de l'argent dans le commerce. Hein, et ils n'ont jamais reçu les fondamentaux du leadership. Hein? Ils ne savent pas exactement ce que c'est être un leader. Le leader est là pour non seulement évoluer, mais il amène toute son équipe en haut. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises du monde qui ont réussi, c'est les employés, ils sont comme des actionnaires. Je vous dis, toutes les grandes entreprises, hein, vous allez à Microsoft, vous allez à toutes les grandes entreprises du monde, les employés ont une petite participation parce qu'ils font partie. Ils ne sont pas seulement des objets qu'on utilise, ils sont des acteurs. Ils sont des propriétaires de l'entreprise. Et ils se comportent comme si c'était leur chose. Mais bien sûr. Donc, ces gens-là ne peuvent pas le comprendre. Ils pensent que, bon, j'ai vendu, je prends l'argent, je mets dans ma poche, je suis grand, je suis riche et tout. Le monde des affaires, c'est pas comme ça. Si vous voulez réellement évoluer, réussir dans les affaires, à moins que vous le fassiez de manière éphémère, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui créent des trucs, après, quand ils ne sont plus là, c'est fini, on ne parle plus de ça, hein, c'est fini là, ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus évoluer parce que la personne qui a créé l'entreprise n'est plus là, elle est morte et tout, on ne parle plus. Mais si vous voulez avoir une entreprise pérenne, il faut absolument que tous ceux qui font partie de l'entreprise sachent qu'ils sont des propriétaires aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que souciez-vous de leur épanouissement. Hein, et si vous le faites, dans les entreprises, par exemple, américaines, on n'a pas de stock option. C'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise, quelqu'un demande une entreprise, il vous donne des petites parts. Et l'entreprise s'enrichit, vous enrichissez aussi. Vous faites partie de cette entreprise-là. Vous allez faire tout pour faire réussir cette entreprise. Non, ici, chez nous, si vous exploitez les gens, ça va se terminer. Parfois, tu es dans une entreprise, tu achètes la voiture, on ne doit pas savoir que tu as acheté la voiture, parce que le patron va poser la question que tu as pris l'argent pour acheter la voiture, ou sûr que tu utilises mon argent quelque part. Imaginez ça. C'est-à-dire que tu grows, mais tu ne veux pas que les autres également te suivent. Et tu es misérable. Oui. Tu es misérable, parce que les gens qui sont dans les grosses voitures aussi, moi parfois j'observe, hein, tu vois quelqu'un qui est là comme un zombie, dans une grosse bagnole, parce qu'il a plein d'idées qui sont en train de le traumatiser. Méchant, la méchanceté. Tu ne peux pas imaginer. Le gars est dans la misère. Il a l'argent, mais il est misérable. Oui. Je voudrais qu'on parle, avec la deuxième partie, qu'on revienne sur l'histoire des faux sceptiques. On en a parlé l'autre jour. Et les gens nous ont écrit pour nous dire, s'il vous plaît, il faudrait que vous en parlez. Si ça peut faire en sorte que les choses changent, ce serait une très bonne chose. Docteur Hobson, quelles sont les conséquences? Moi, je m'adresse toujours à vous en tant que médecin, homme de santé. Quelles sont les conséquences qu'on peut avoir sur sa vie parce qu'on a des toilettes, on a utilisé des toilettes sales, des toilettes usagées, même au quartier, à l'école, etc. Est-ce qu'on peut attraper des maladies pour Bien sûr que oui. Puisque les gens tombent malades, pourquoi? Pour deux raisons seulement. On tombe malade parce qu'on a des déchets dans le corps, on tombe malade parce qu'on a des déficiences. Quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain, même si vous mangez bien, ça va créer des déficiences nutritionnelles dans votre corps. Vous allez tomber malade. Et quand vous êtes dans un environnement qui est bourré de pathogènes, qui vous affectent, ils vont vous rendre malade parce qu'ils vont élever votre taux de toxicité. Vous comprenez un peu? C'est aussi simple que ça. Donc, les gens qui sont dans les toilettes, qui sont sales, vont tomber malades. Ils vont tomber malades. C'est vrai qu'il y a le système immunitaire, mais à un certain moment, quand vous ébranlez tellement le système immunitaire, il vous lâche. Il vous lâche. Hein? Et vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, je ne sais pas où et tout, et vous retournez à l'hôpital régulièrement. Et après, vous allez avoir une grave maladie qui va mettre fin à votre vie. Donc, la santé commence par l'environnement. Il faut avoir un environnement sain. Les gens pensaient avant, on nous a appris depuis 50 ans que c'est les gènes qui déterminent votre santé. C'est faux. C'est l'environnement. Il faut assainir l'environnement dans lequel on est. C'est la première étape
pour avoir une santé optimale. Donc, les toilettes sales, c'est un environnement qui est pollué, et donc ça va vous mettre en danger. C'est pas seulement, encore s'il y a toilette. Oui, encore s'il y a toilette, bien sûr. Parce que, pour compléter ce qu'on nous a dit, cela juste déjà parce que moi je vais dire exactement ce qu'on nous a dit. Il y a des quartiers, ici par exemple, on a parlé de Niala et autres, Mambanda. Non seulement il n'y a pas de fosse septique, même les toilettes compliquées là, il n'y a pas. Qu'est-ce que les gens font? Quand il pleut? Quand il pleut, c'est grave. Ils font leurs besoins, ils jettent dans les poubelles, ils jettent en route, chacun se débrouille à jeter. C'est incroyable. Il peut. Ce n'est pas une fiction, hein. C'est la vérité. Donc, ils se débrouillent comme ça. Et puis, on avait dit... D'autres versent maintenant dans les grains qu'on a conçus. Voilà. Oui. D'autres avaient même fait en sorte que leur toilette, le tuyau des toilettes donne directement sur ce qu'on appelle le waterhot. Oui, le petit là. J'ai découvert ça une fois parce que j'habitais dans un secteur de Bonapiso, parce que même à Bonapiso, il y a ça. Et là-bas, il y avait un endroit où il y avait l'eau tous les jours. Chaque jour, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Même en pleine saison sèche, il y avait toujours l'eau. C'est un jour, je marchais à pied, que j'ai commencé à voir dans l'eau, je passais, j'ai senti l'odeur du savon. Donc, ça veut dire que des toilettes à côté, quand on se lave, ça donne directement... C'est pour ça que c'est toujours humide. C'est pour ça que le coin n'est jamais sec, parce que il y a l'eau. À chaque fois qu'on utilise l'eau, je ne sais pas trop, l'eau des cannes, ça se verse là. J'étais dépassée. Et malheureusement, c'est ça. Moi, j'ai habité dans une maison. Il y avait des problèmes aux toilettes. Alors, on dit au bailleur qu'il faut vidanger. La fosse septique, je ne sais même pas. Je pense que la fosse septique, quelqu'un qui a construit sa maison, il ne sait pas où se trouve la fosse septique. J'étais dans une autre, il y avait la fosse septique, mais c'est que le bailleur avait réussi à connecter tous les voisins dans notre fosse septique, si bien que ça remplissait rapidement. Ah oui, on a failli en venir aux mains une fois, parce que quand ça remplissait, donc ça débordait, ça arrivait, l'eau commençait à monter dans les toilettes. C'est la réalité. Et d'autres, alors, ont eu la merveilleuse idée de ne pas du tout construire les toilettes. Non, ils vont faire des toilettes communes. C'est-à-dire, vous louez quelque part. Moi, on profite pour passer un message au bailleur. S'il vous plaît, arrêtez votre sorcellerie là. C'est-à-dire, les gars ont conçu une maison, ils ont conçu une cité. Et il va faire peut-être même 15 studios. Une seule toilette quelque part où tout le monde vient. C'est là où tu as dans les divers que maman, je suis venue, je suis entrée aux toilettes, elle est sortie des toilettes avec le voisin. Je ne sais pas si les toilettes sont quelque part, mais il a l'argent qu'il reçoit de toutes les maisons, mais le gars n'a pas pensé que dans la cité là, il aurait pu mettre des toilettes individuelles pour chacun. Non, c'est pas son problème. C'est terrible. C'est terrible. Et puis après, ça pose un problème de salubrité, parce que il y en a qui sont propres, il y en a qui sont sales, il y en a qui se lassent de laver les toilettes. Ah, finalement, on se dit que, ok, laissons ça comme ça, puisque je ne suis pas ça s'auto-nettoie. le seul. Ah oui, il va pleuvoir. Oui. Le hasard fait que... Pendant la saison pluvieuse, oui, ça peut marcher. Mais comment on fait pendant la saison sèche? Je ne sais pas, on se débrouille. mais on est en train de rire, Dr Hobson, mais on a dit que la saleté ne tue pas l'homme noir. Est-ce que c'est vrai? Qui a dit que la saleté? C'est le proverbe... Si la saleté ne tuait pas l'homme noir, on n'aurait pas l'espérance de vie de 55 ans ici. Les gens vivraient jusqu'à 100 ans. Parce qu'il y a une étude, je vous ai parlé de ça la dernière fois, il y a une étude qui a été menée à la Banque mondiale, parce qu'ils voulaient savoir un peu qu'est-ce qui est à l'origine de la plupart des maladies en Afrique. Et on s'est rendu compte que justement, les maladies infectieuses sont à l'origine le plus grand nombre de décès. C'est-à-dire que si les Africains observaient seulement les règles d'hygiène, parce que l'Africain est mobile, hein? Il bouge tout le temps, il bouge, il se déplace, la plupart des gens n'ont pas de voiture. Donc, si vous respectez les règles d'hygiène, vous avez la chance de vivre longtemps. Parce que le fait de bouger le corps là,
Hein, la saleté ne tue pas l'homme noir. Avec pardon, seulement la nourriture mange. Donc, les gens tombent malades, ils vont à l'hôpital, après ils se disent que la saleté ne les tue pas. Non, il faut être sérieux. Non, parce que s'ils tombent malades Oui. et qu'ils en meurent, ils vont dire que c'est quelqu'un d'autre. Justement. Oui, parce qu'on est toujours en train d'accuser quelqu'un d'autre. On va dire que c'est la sorcellerie. Moi, j'ai fait travailler dans un projet de paludisme il y a longtemps. Maintenant, je suis en train de rentrer dans ce projet avec le Fonds mondial. On nous demande de faire des suggestions parce qu'ils veulent éradiquer le palud. Mais avec ce genre de choses, c'est impossible. La semaine dernière, je disais qu'un médecin nous avait montré ce qui se passe à Mambanda. Ils sont dans des endroits sur pilotis, ils font leurs besoins là. Après, ils utilisent encore la même eau pour laver les habits, pour laver... quand on va leur dire, nous, on va faire comment? On dit que nos anticorps sont forts, on est forts. Nous, on n'est pas dans vos choses-là. D'ailleurs, vous avez vu Corona, on a réussi à vaincre ça ici. Parce que nous, on a les anticorps forts. Oui. La saleté tue l'homme noir. Mais quelqu'un m'avait dit un jour, comme cette mentalité, un chef de village me dit que quelqu'un a ouvert un centre de santé. On va dans le voir avec des autorités pour lui dire que vraiment, ce que tu as ouvert ici, il n'y a pas les mesures de sécurité, il n'y a pas ceci, c'est pas propre et tout. Pour les populations, c'est pas propre. Vous savez ce que le monsieur a répondu? Les gens ne meurent pas à l'hôpital général. Voilà. Mais on voit de tout sur le terrain. Après, quand il y a un problème, on est prêt à accuser. C'est le gouvernement qui a fait que... c'est le village qui a fait que... Le village non, du coup, oui, tout le monde est fautif, sauf moi. Sauf moi, bien sûr. Mais finalement, on va où? Donc nous devons essayer de faire attention. Que les gens ne meurent pas à l'hôpital général. Oui, mais il faut donc répondre. Est-ce que les gens ne meurent pas à l'hôpital général? Il se tue que bon, ben ok. Mais on a sorti notre loi. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. C'est une chanson. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Et quelqu'un a demandé que les bébés qui meurent là, ils ont bu au dos. Ils ont bu. Quand on a dans cette mentalité-là, vous pensez qu'on va aller où? Non. Et puis c'est ça qui fait son chemin. Hein? Et c'est ça, les gens ont tendance à le suivre. Après, quand on se bute, on commence à voir qui est-ce que je peux même accuser là. Dès qu'on trouve le bouc émissaire, c'est terminé. Mais si on trouve le bouc émissaire ou pas, si on a déjà, on s'est déjà empoisonné, on meurt. Hein? Le bouc émissaire là, de toutes les façons, il continue à vivre. Je vois ceux qui ne font pas ne mettent pas les toilettes chez eux. Ceux qui font, qui jettent les déchets partout. S'ils attendent que le maire, je suis sûr que chez le maire, c'est propre, hein? Je suis sûr que sa famille est protégée. Donc s'ils attendent que le maire de la ville de Douala commence à faire le porte-à-porte pour surveiller, parce que c'est son travail, en attendant, ils vont mourir, monsieur va continuer à vivre tranquille avec sa famille. Docteur Hobson, est-ce que vous pensez qu'en 2020, on devait avoir ce genre d'émission encore au Cameroun, où on parle de l'hygiène et de la salubrité, de se rendre compte que effectivement nous sommes sales? Mais je pense que beaucoup de choses n'ont pas évolué. Il faut absolument qu'on... Moi, je considère l'éducation comme quelque chose qui part de la base et qui remonte, comme ça. Hein? Ça doit être parti de la base. C'est-à-dire que déjà, il faut que les parents soient éduqués. Avant d'éduquer les autres, il faut d'abord être éduqué. Hein? Avant de donner les conseils à quelqu'un, il faut d'abord que tu saches ce que tu fais. Hein? Donc, si tu es sorti du village où on n'utilisait pas de toilettes, comme je disais, que les gens ont eu cette habitude, c'est-à-dire on va dans les champs, ils étaient dans les champs et ils utilisaient même les feuilles, achetaient même le papier. Pour eux, c'est pas normal. Comment est-ce possible d'avoir des toilettes dans sa maison? Moi, on m'a pas appris ça, c'est la magie. Le serpent va venir vivre chez moi, des choses comme ça. Mais quand ils trouvent donc que c'est une bonne chose, il faut ne pas imiter ce qui est bien. Justement, et c'est important de dire ce que tu dis là, parce que on n'a pas de problème contre les gens qui viennent de village. Mais vous savez, quand vous êtes dans une grande entreprise, moi je travaille dans des grandes structures, quand vous arrivez le premier jour, il y a ce qu'on appelle l'orientation. On vous fait circuler partout. On vous fait connaître les lieux. Vous savez, si quelqu'un sort d'un village et qu'il avait l'habitude, il n'y a pas de feu rouge là-bas, il n'y a pas de feu vert, il n'y a pas de feu jaune, il n'y a pas de toilette, on peut chier n'importe où. Hein? Pour le balancer en ville, il faut une orientation. Parce qu'il part d'un univers à un autre univers. L'environnement a changé. Il accepte cette orientation. Justement, parce que si vous ne l'orientez pas, il va avoir le même comportement qu'il avait au village.
Ouais, c'est la même chose. Donc, même quand il veut construire sa maison, il va penser au village. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette les toilettes peut-être à 10 mètres de la maison principale. Et on ne doit pas s'en occuper parce que la nature va s'en occuper, va nettoyer tout. On n'a pas besoin de se soucier de ça. Donc, quand quelqu'un évolue comme ça, là, parce que, comme je dis, c'est à la base. Il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle des campagnes d'information, d'éducation et de communication en matière de santé. Hein? Nous, on a un volet qu'on veut créer là, hein, avec Dr Hobson Pharma, où on va éduquer les gens sur les petites choses de base qui peuvent leur permettre d'améliorer leur santé et de ne pas tomber malade. Mais quelles sont les choses justement qui peuvent permettre d'améliorer notre santé dans le plan hygiénique? Mais déjà, il faut respecter les règles d'hygiène. C'est d'abord la base. Il faut que les gens comprennent. Parce que quand quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, à moins qu'il n'ait eu un traumatisme, surtout à un certain âge, à partir de 25 ans, hein, si vous voulez changer quelqu'un qui a plus de 25 ans, il faut un choc. Hein? Oui. Les enfants de moins de 25 ans, ça c'est psychologiquement démontré. Quand quelqu'un est plus jeune encore, il est plus flexible dans sa tête. Il peut accepter les conseils, les changements et tout. Quand il dépasse 25 ans, là, c'est autre chose. Il n'y a que le choc, le traumatisme. C'est-à-dire que soit c'est la chicotte, soit c'est quoi. C'est ça qui va changer ces personnes-là. Donc, vous voyez, quand vous allez changer les personnes, ces personnes vont commencer à changer leurs habitudes. Et les habitudes vont se manifester. Et la progéniture va également commencer à apprendre les rudiments de ces bonnes pratiques-là. Et ça fait que toute la société, à un certain moment, hein, va comprendre que si je ne veux pas tomber malade, il y a des choses que je dois éviter. Par exemple, quand je vais dans les toilettes, je touche aux choses, il faut que je lave mes mains immédiatement. C'est des choses de base. Hein? Pour vous, c'est les choses de base. Oui. Pour beaucoup de gens, quelqu'un sort même les toilettes, là, il a fini, là. Il commence à manger. Comme les hommes, alors, ont une mauvaise habitude ici en Afrique de faire pipi au bord de la route. Ouais, justement. Dès qu'il a fini de faire pipi, là, il a secoué son truc. Après, il te salue. Donne-moi un pain, là, tu mets la viande. Après, il arrange même la viande avec la même. Avec la même. Oui, après, il dit que mon frère, ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant. Donc, c'est ma même main, c'est mon corps, c'est ma saleté, c'est pour moi. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut faire un travail dans ce sens-là. Ce n'est pas encore fait. Je pense que c'est la responsabilité du ministère de la Santé. OK? De faire ce travail-là. C'est la responsabilité du ministère de l'Éducation de base, du ministère de l'Enseignement secondaire, et c'est la responsabilité même du ministère du Travail. C'est-à-dire qu'on doit aller dans les entreprises pour sensibiliser. On doit faire des publicités. Bien sûr, on doit faire des informations. Parce que les gens, hein, tout ce qu'on dépense là comme les dépenses en matière de santé, des centaines de milliards que le gouvernement dépense, pourquoi on ne peut pas consacrer 10% de ça pour juste éduquer les gens pour qu'ils ne tombent pas malades? La prévention. Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est autant de choses qui peuvent permettre d'évoluer, parce que quand tu dis qu'on n'a pas changé en 2020, on ne va pas changer par un coup de baguette magique. On a été indépendant en 1960. Bien sûr. Nous sommes en 2020, ça va faire 50 ans. Bien sûr. Non, ça va faire 60 ans que oui, 60 ans. Nous sommes indépendants. Et on nous entend à la télé parler encore de toilettes publiques, de fosses septiques, les mots en genre, alors que normalement ça devait faire partie de la réalité. Bien sûr. Mais on se rend compte effectivement, aller dans les établissements scolaires. Moi je profite encore pour lancer un coup de gueule à tous les établissements scolaires du Cameroun. Ayez des toilettes qui respectent les normes pour que les enfants... Il manque même des mots. Parce que si je dis, c'est choquant, parce que vous envoyez votre enfant à l'école, il rentre avec des maladies. Il a attrapé ça où? Aux toilettes. J'ai vu un petit jeune gars qui a fait un TikTok où il disait, mais les gens disent que la déception sentimentale peut amener quelqu'un à faire des choses. Tu as déjà eu mal au ventre, la diarrhée, en plein lycée, avec les toilettes pourries. Il dit que ça dépasse la déception sentimentale. Et il a raison. Oui. C'est terrible. Parce que tu réfléchis, ça va se passer comment? Comment, c'est ça? Où il reste? Les gens te regardent et toi, tu te vois, mais et si la diarrhée est violente, oui. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Mais bien sûr. Jeune, il peut ne plus retourner à l'école. Il va rentrer. Il peut pas rentrer. Le problème, c'est que tu ne peux même pas entrer aux toilettes. Les toilettes. Et les toilettes te repoussent. Oui. La toilette te pousse et les toilettes te repoussent. Oui. Donc tu es là au milieu. Tu es là comme ça, tu te dis, où vais-je aller? Ouais. Où irai-je? Tu te poses. Tu ne sais pas où poser le pied? Non, tu ne peux pas. Partout. Parce que c'est partout.
C'est que si ceux qui sont bien chez eux, qui ont des toilettes propres, ne peuvent pas imaginer ce qu'on dit. Il faut qu'ils fassent un tour dans ces endroits. Mais bien sûr. Mais la ministre de l'enseignement secondaire a fait le tour dans les toilettes. Là, j'ai vu à la télé, elle est allée au lycée bilingue de Bonaberry. Là. Elle était scandalisée. Elle dit, mais attends, ça c'est les toilettes, ça? Mais la semaine là, j'ai vu ça à la télé. J'ai dit, mais finalement, Madame la ministre a découvert qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère qu'elle va essayer d'imposer ça. Il faut y aller, c'est pas l'argent qui manque. Mais on a dit la dernière fois que l'APE, bien sûr. Moi je n'arrive pas à comprendre, je vais citer les noms des lycées, m'en fous. Lycée Jos est vieux depuis Mathusalem. Bien sûr. C'est-à-dire c'est un lycée le qui plus vieux. Lycée avec lycée Leclerc. Oui, lycée de Nebel, lycée polyvalent, lycée technique. C'est-à-dire c'est des lycées qui ont déjà tous les bâtiments depuis. 80 ans. Oui. C'est-à-dire il n'y a plus de nouveaux bâtiments, c'est des lycées qui sont grands, il y a des salles de classe énormes. Comment est-ce qu'on peut demander? Moi je n'ai pas compris pour le lycée de Nebel, c'est mon lycée, j'étais à l'internat là-bas. Il y a tellement de bâtiments au lycée de Nebel, il n'y a rien de nouveau là-bas. Non, il n'y a rien de nouveau. Moi on vous demande de payer 35 000 francs de frais d'APE. Vous vous posez la question. C'est pour faire quoi avec les 35 000? Pour fabriquer quoi? Pour fabriquer quoi? Les lycées sont déjà faits. Au point où il y a même les maisons la maison du proviseur dans le lycée, de l'intendant, du censeur. Tous sont là. Il y a les stades dans le lycée. Il y a tout. Ça veut dire que c'est un quartier. Moi, on vous demande de payer 35 000. Pardon, cher proviseur, vous payez 35 000. Dans les 35 000 là, il n'y a pas de problème. Enlevez 5 000 par enfant, par le nombre d'enfants, et payer quelqu'un dont le travail sera seulement de nettoyer les toilettes des lycées. Il faudrait qu'on entre dans un lycée et qu'on dise je vais aller aux toilettes, qu'on ait le goût de revenir aux toilettes le lendemain, que ça sente bon, qu'il y ait des parfums, qu'il y ait des choses, que ce soit joli avec quelqu'un qu'on paye à la fin du mois. Enlevez les 5 000 dans les 35 000 là, s'il vous plaît, ça ne va pas vous rendre pauvre. Même si vous voulez manger, mangez et permettez que tout le monde soit heureux. On ne refuse pas ça. Je peux encore comprendre qu'au lycée Mongo Joseph, on paye cher. C'est un lycée en devenir. Ce n'est pas encore fini, même jusqu'à aujourd'hui. Je comprends qu'au lycée d'Aqua, au lycée, c'est des petits. Mais les Nebel, Jos, technique, polyvalent. C'est le premier lycée technique du Cameroun qui est là. Moi, j'ai été au lycée technique de Douala. Oui, mais bien sûr. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Scandaleux. Moi, je vais encore citer, j'ai cité une... Moi, quand j'étais au lycée Nebel, j'étais obligée d'aller... Mon oncle était intendant et vivait au lycée. C'est-à-dire, quand je ne pouvais pas aller aux toilettes de l'internat, parce que j'étais à l'internat, parce que c'était fermé quand on allait à l'école, j'allais chez mon oncle, qui habitait, Monsieur Baba, qui habitait là, c'est chez lui que je partais. Mais moi, je vais encore apprécier un chef d'établissement, Madame Epé Loofani, que j'ai fait la semaine dernière. Elle était provisoire. Si on peut la prendre comme un exemple. Oui. Vraiment, il faut qu'on prenne cette femme pour modèle. Parce que justement, elle avait payé des gens uniquement pour qu'ils lavent les toilettes. Les toilettes du lycée étaient propres. Nos enfants venaient nous dire que maman, on peut manger aux toilettes. Elle a veillé à ce que ces femmes-là fassent leur travail et prenaient l'argent du lycée pour payer. Si, comme tu es en train de dire, les autres chefs d'établissement font aussi la même chose, s'ils prennent 5 000 francs par enfant, vraiment ça peut finir l'année. Madame Epé m'a dit, en même temps pour tondre le gazon du lycée, elle a acheté, comment on appelle cet appareil et elle mettait tondeuse électrique là, voilà. qu'on utilise pour le jardinage. Elle mettait le carburant et elle payait quelqu'un chaque fin du mois qui venait tondre le gazon. Donc, les chefs d'établissement peuvent aussi copier ce modèle-là pour que nos enfants soient bien. Parce que nous, on dépense beaucoup d'argent. Moi qui suis dans le projet de lutte contre le paludisme, je sais que c'est des choses comme ça qui les rendent malades. Mais bien sûr. Parfois, ils reviennent avec la diarrhée. Je dis que vous avez un enfant qui part à l'école propre et qui rentre avec des maladies. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que on va continuer à marteler quand même. Et puis, non, il faut. Oui, mais c'est un problème de. C'est un problème d'ordre public. C'est un problème qui concerne tout le monde entier. Et ce n'est pas tout le Cameroun entier. Ce n'est pas seulement dans les établissements, dans les hôpitaux. La même chose. Hôpital de district d'Eido. Hôpital de district de Nebel. Hôpital de district de Souboum, hôpital de district de Tégal. Vos toilettes, c'est le Nahelele.
Même la Kentini, c'est la sorcellerie. Pourquoi l'Africain n'aime pas nettoyer les toilettes? Il y a quoi dans les toilettes? Qu'est-ce qui se passe avec l'Africain? Même dans... C'est-à-dire, tu viens à l'hôpital te soigner, mais c'est là-bas où tu vas trouver la mort. Yeah. Ah oui. Parce que ça traumatise. Si on ne sait pas là où on va aller... Non, l'hôpital vous attire vers la mort. Ben, malheureusement. Malheureusement, ça vous attire vers la mort et ce n'est pas, ça ne devrait pas être le cas. J'ai vu quelque chose, j'ai vu à la Cantini quand même, hein, j'avais ça change déjà. Malade. Oui, parce que dans le VIP, dans le VIP, dans tous les bâtiments. Le bâtiment en infectiologie, j'avais un malade là-bas, je suis arrivée. J'ai trouvé qu'ils ont recruté quelqu'un pour laver les toilettes. Oui. On est en train de climatiser les salles. Je me suis dit, waouh, c'est bien, c'est bien. Ça, je voudrais féliciter le directeur. Faites du bien, nous on sera là pour relayer l'information. On relaie l'information, c'est vrai. Oui. Je pense que si on fait le tour, moi c'est entendable mon travail. Ceux qui sont propres, je viendrai vous dire. Comme ça, on va en parler. Docteur Hobson, vous êtes... est-ce que vous avez une adresse? Est-ce qu'on peut vous rencontrer, ceux qui veulent... Oui, bien sûr. Moi, mon adresse, c'est... Bon, mon téléphone, d'abord, je peux le donner. Le 672 91 48 66. 672 91 48 66. C'est un numéro WhatsApp. C'est plus facile de m'envoyer un message que de m'appeler. Donc, vous envoyez un message. Si vous avez un problème quelconque de santé, vous avez un problème peut-être au niveau des difficultés que les enfants, j'ai rencontré beaucoup, la nutrition et tout cela, je peux vous aider. Envoyez-moi un message et puis après, si vous êtes à Douala, où je réside, on peut avoir une consultation dans mon cabinet qui n'est pas loin d'ici. Si vous êtes ailleurs, on peut faire des consultations via WhatsApp, hein, parce qu'on intervient. Oui, via vidéo, WhatsApp et tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour cela. Votre Facebook, c'est Dr Hobson? D'abord, c'est Charles Hobson, et puis il y a Dr Hobson Farm. Hein, voilà. Et puis j'ai plusieurs pages Facebook. Absolument. Donc, Cathy, voilà. C'est Cathy Etonde sur Facebook, pour ceux qui veulent vous écrire. Oui, Catherine Etonde, ou alors Action Santé Éducation. Voilà, Action Santé Éducation. Vous avez parlé du paludisme, là, je tiens à dire que nous avons développé un produit qui s'appelle Stop Palu, qui prévient le palu et qui guérit, qui peut éradiquer le palu au Cameroun en moins de 2 ans. Les gens vont oublier que le palu existe. Absolument. Donc, si vos partenaires veulent réellement qu'on éradique le palu, on pourra en parler. Moi, je suis. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et chef d'établissement, s'il vous plaît, changeons un peu. Au revoir.